Bonjour à toutes et à tous, 20 ans francs avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 17 décembre 2018. Alors dernière semaine réellement avant l'année prochaine, puisque la semaine d'après, vous savez que ça va être Noël, il va y avoir Boxing Day. Bref, ce sera une semaine de 3 jours où la plupart des institutionnels seront absents. Donc cette semaine est là, on va dire, réelle dernière semaine de l'année, avec beaucoup de rendez-vous. On a déjà la Fed, alors la Fed qui devrait procéder à une hausse des taux, mais c'est surtout les projections du FOMC pour 2019 qui seront scrutées par les investisseurs lors des derniers dot plots qui ont été publiés, je vous rappelle, en septembre. En septembre, eh bien, nous avions 3-4 hausses des taux attendues. Ça devrait, alors, il y a des chances que ça change, hein, c'est prévision. Il y a quand même des fortes chances qu'elle soit revue à la baisse pour de multiples raisons. Déjà, on a vraiment un ralentissement de l'économie mondiale qui est plus, comment dire, à démontrer. Hein. On voit, on a vu vendredi, même tout au long de la semaine dernière, des chiffres macroéconomiques en Europe et même en Chine qui ont globalement été mauvais. Hein. Les PMI composites en zone euro vendredi ont un plus bas de 4 ans, le PMI composite. En Chine, on a eu vraiment une production industrielle, on a des ventes au détail vraiment très mauvaises. Donc voilà, le ralentissement de l'économie mondiale est en train de se faire. Conséquence, le S&P vendredi on a vraiment subi les conséquences. Wall Street qui a perdu 2% la semaine dernière et enfin la semaine dernière pardon vendredi. Au final par contre finalement hein, sur l'ensemble de la semaine dernière on a eu plutôt une Europe en hausse. Hein. CAC 40 qui a quand même pris près de 1%, alors c'est pas grand chose, mais comparé à Wall Street qui perd plus de 1%, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ralentissement de l'économie mondiale, ce qui fait ressentir sur les marchés américains. Donc ralentissement économique en Europe et en Chine. Aux États-Unis, ça se fait pas vraiment ressentir encore, puisque les ventes au détail, on l'a vu vendredi, ont été plutôt bonnes. La production industrielle également, ce qui a permis au DXY de inscrire un plus haut de 18 mois à voilà 97,71 points. Donc voilà, finalement on a un bilan plutôt mitigé, ce qui est un peu paradoxal puisque voilà on a eu des bons chiffres américains, mais pourtant Wall Street a clôturé en baisse. D'accord. Et par contre, on a eu des mauvais chiffres en Europe ou en Asie. Par contre, les indices européens ont gagné du terrain la semaine dernière. Voilà. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais bon, on va dire que les risques, et c'est vrai, sont beaucoup plus intégrés dans les prix en Europe que aux États-Unis. Donc c'est pour ça que finalement, les indices européens ont quand même un peu ont mieux réagi que les indices américains la semaine dernière. Voilà. Donc ceci étant dit, on va passer tout de suite à l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG, fournissement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rapide tour d'actualité, même s'il y a vraiment quasiment rien à dire. En zone euro, donc comme je vous l'ai dit, on a la croissance de l'activité économique de la zone euro qui est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de 4 ans. Donc c'est le fameux PMI composite hein, en décembre, selon l'estimation préliminaire hein, de l'enquête Market auprès des directeurs d'achat. Je rappelle que ces indicateurs des PMI sont des indicateurs avancés, entre guillemets, du PIB. C'est-à-dire quoi, indicateur avancé? C'est-à-dire des indicateurs qui sont publiés avant le PIB qui permettent de l'anticiper. Alors pas avec exactitude, mais généralement dès qu'on a des PMI qui sont en baisse pendant 3 mois, eh bien on va avoir un PIB qui va être moins bon que la précédente publication. Voilà, donc les PMI sont des indicateurs vraiment très surveillés par les investisseurs parce que elles donnent, enfin ces indicateurs donnent des informations clés sur la future croissance. Et au niveau de la macro américaine, eh bien comme je vous l'ai dit, on a les ventes au détail de base qui ont augmenté le mois dernier, donc de 0,9% contre 0,7 en octobre, donc ce qui est quand même beaucoup hein, pour des ventes au détail de base. Hein, c'est hors automobile. Et on a la production industrielle qui a augmenté plus que prévu en novembre aux États-Unis, mais par contre on a des biens d'équipement et le bâtiment qui ont ralenti leur croissance. Toutefois, ça reste quand même plutôt bon hein, si on doit faire un bilan. Voilà, aux États-Unis, la situation macroéconomique reste quand même assez bonne. On a quand même quelques incertitudes et notamment la Fed au niveau de l'aplatissement de la courbe des taux. Hein. Certains membres de la Fed l'ont clairement indiqué lors de leur dernier discours ces dernières semaines.
L'aplatissement de la courbe, enfin la courbe des taux entre le 10 ans et le 2 ans est extrêmement surveillée, pardon. Donc voilà, on a vraiment cette source d'incertitude, l'aplatissement, et finalement plus la Fed va remonter ses taux, plus ça va contribuer à cet aplatissement. Parce que qu'est-ce que fait le marché? Le marché se protège. Il se protège en ce moment de risques. Hein. En Europe, on a le Brexit, on a le budget italien, on a Angela Merkel qui ne se proposera plus, enfin ne sera plus la prochaine chancelière. Elle a clairement indiqué qu'elle ne se représentera plus. En France, on a le mouvement des Gilets jaunes qui se fait ressentir sur le PMI de novembre. Donc déjà en Europe, la situation est quand même compliquée. En Asie, on a donc la Chine, pas besoin de vous le rappeler, mais on a la guerre commerciale. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce que fait le marché? Le marché achète des obligations. On voit que le 10 ans américain est passé sous les 3% il y a 2 semaines, il me semble. Et voilà, là, il est actuellement à 2,89. Donc, le marché se couvre en achetant des obligations longues, donc à longue durée, et les obligations courtes qui sont extrêmement corrélées au mouvement de la Fed. La Fed a un impact sur les mouvements, sur les taux longs, mais de façon beaucoup moins importante que les taux courts. Les taux courts sont extrêmement corrélés aux taux directeurs des banques centrales. Donc, qui dit hausse des taux de la Fed dit hausse du rendement à court terme plus rapidement que ceux à long terme. Ceux à long terme sont beaucoup plus influencés par les marchés finalement. Voilà. Et donc, par les marchés, plutôt par la psychologie des investisseurs. Si on a de l'appétit, alors le rendement augmente, et si on a de l'aversion, alors le rendement baisse. Donc finalement, on a de l'aversion pour risque qui fait pression sur les taux longs, et on a les hausses des taux de la Fed qui font remonter les taux courts. Et donc, vous voyez que l'écart entre les taux longs et les taux courts, du coup, se réduit de plus en plus. Donc, l'une des seules façons pour qu'on ait une repentification de la courbe des taux, c'est soit que la Fed arrête son cycle de hausse des taux, sauf que dans le passé, lorsque la Fed a arrêté son cycle de hausse des taux, c'était très mauvais signe. Ça précédait un crack, hein, pour être honnête avec vous. Alors pas dans l'immédiat, mais voilà, entre 6 mois et 1 an après, on a quand même un mouvement baissier. Alors pas du moins 50%, pas forcément du moins 50, mais ça peut être du moins 30, vous voyez. Donc voilà, donc c'est mauvais signe. Ou alors on a l'appétit pour risque, ce qui fait que le marché vend ses obligations à long terme, et donc on a une repentification. Voilà. Donc on a soit des très bons chiffres macroéconomiques, ou alors une situation géopolitique qui s'améliore, ce qui permet l'appétit pour risque et donc au taux long de réaugmenter, et donc à repentifier la courbe des taux. Ou alors on a la Fed qui arrête, ou qui en tout cas met une pause, hein, dans son cycle de relèvement des taux directeurs, et ce qui permet également la repentification, à condition qu'on n'a pas plus d'aversion pour le risque. Voilà, alors, on continue. Hier, donc vendredi, pardon, DXY a clôturé en hausse, le Dow Jones et les indices américains ont clôturé en baisse. On voit le S&P qui a perdu près de 2%. Ce matin, nous avons le 10 ans américain qui prend 3 points de base par rapport à vendredi. Donc, ce qui est bon pour l'appétit pour le risque, hein, c'est-à-dire que le marché obligataire est vendu. Alors quand je parle de taux longs, enfin des obligations longues ou des taux longs, c'est vraiment, alors ça c'est du jargon, hein, c'est vraiment les obligations à long terme. On va parler du T-note, donc du 10 ans et plus, alors que les taux courts, ça va être du 2 ans ou moins. Après, c'est subjectif, voilà, ça peut être 3 ans ou moins. Au niveau du yen, alors le yen qui perd 0,07% ce matin, et on a plutôt des marchés actions en Asie qui, on va dire, clôture en ordre dispersé, parce que voilà, on a le Nikkei qui clôture dans le vert, le MSCI Emerging Market également, mais la Chine, je l'ai pas mis, le CSI 300 qui perd quand même 0,15%. Donc voilà, on est plutôt dans un ordre mitigé, c'est pas tout dans le vert en Asie. Au niveau du calendrier économique, donc nous aurons l'indice des prix à la consommation, l'estimation finale de novembre. Donc ça va pas être source de volatilité. Vous savez que l'estimation finale est rarement source de volatilité. Donc voilà, ça sera suivi, mais bon, c'est pas ça qui devrait faire bouger l'euro-dollar de 50 pips, vous voyez, en intraday. Donc vraiment aujourd'hui, ça va être une journée plutôt calme, hein, normalement sur les marchés financiers, puisqu'on n'a pas beaucoup de rendez-vous macroéconomiques. Alors, je vais saluer la salle de trading. Bonjour, bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. Raymond que je salue également. François, alors bonjour mon cher François, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Donc comme je voulais le dire cette semaine, donc on a la Fed mercredi, jeudi on a la BOJ et la Banque d'Angleterre. Alors on ne devrait pas avoir de hausse des taux, ou voilà, rien n'est attendu pour ces deux banques centrales, mais bon, ce sera quand même à suivre. Vraiment le rendez-vous de la semaine, ce sera la Fed, pas réellement la hausse des taux qui est déjà intégrée dans les prix, mais c'est surtout les projections de la Fed, voilà, du FOMC pour 2019 qui sera à suivre.
Un petit point UDUSD, alors je vais y venir. Voilà, bonjour à tous. Ah oui, petite parenthèse. Alors pour ceux qui habitent donc en Suisse, hein, mes amis, nos amis suisses, j'aurai le plaisir de voilà de faire une conférence de mes projections 2019 à Genève le 24 janvier. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes voilà en Suisse, près de Genève, et voilà, tout simplement. Donc je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien et voilà. Bon, donc n'hésitez pas si, bien évidemment, vous pouvez, ne vous inscrivez pas si vous pouvez pas venir. Hein. Vous ne recevrez pas de. Enfin, c'est bête pour ceux qui veulent nous rejoindre, parce que s'il y a des places, c'est quand même limité. Voilà, il n'y a pas c'est pas une salle. Alors je ne sais pas c'est quoi la capacité de la salle, mais à mon avis, voilà, c'est une salle quand même, c'est une taille limitée. Donc voilà, inscrivez-vous uniquement si vous pouvez venir. Sinon, ce serait un petit peu bête. Voilà, bon, ça c'était la parenthèse. Alors sur le Forex Matin, on n'a pas vraiment de tendance, hein, comme tous les lundis matins réellement. Hein. Voilà, NZD qui surperforme, mais bon, très légèrement. On a le yen qui sous-performe. On n'a pas vraiment de tendance sur le FX. L'Europe qui devrait ouvrir dans le vert, en légère hausse. Hein. Alors on regarde sur les marchés actions. Alors même pas, vous voyez l'Eurostock 50, voilà. Alors, on a eu un léger gap haussier, vous voyez. On a clôturé vendredi donc aux alentours des 3080, on ouvre à 3086, mais voilà, ça a déjà corrigé, on a déjà comblé le gap hein, finalement en quelques minutes, vous voyez, en l'espace de 1 minute. Donc voilà, aujourd'hui ça doit être une journée vraiment calme en attendant la Fed, également mardi hein, du coup. Donc voilà, pas vraiment de mouvement à s'attendre de majeur. Je pense que si vous tradez avec les points pivots, je pense que le prix devrait être contenu entre le R1 ou le S1 journalier sur les indices. Il devrait avoir que très très peu de mouvement aujourd'hui. Donc vous voyez par exemple les 4808 points seront le support de la journée, alors que la résistance sera le R1 journalier, vous voyez, aux alentours des 4860. Voilà, donc le DAX, au niveau du DAX, pareil, le pivot journalier, donc qui est le pivot journalier, donc c'est les 10 814. On pourrait aller chercher le pivot hebdomadaire. Peu de chances qu'on aille chercher le S1 journalier, il semble assez loin. Donc voilà, pivot hebdomadaire qui correspond également à 50% de retracement d'une tendance de très long terme de 2015 à 2018, qui est à 10 788 points. Ça sera le support à court terme et la résistance sera 10 911. D'un point de vue long terme, puisqu'il n'y a pas vraiment de mouvement à s'attendre aujourd'hui, on voit que le DAX est quand même dans une tendance assez baissière. On voit qu'on sort par le bas d'un canal. Concrètement, l'objectif de l'épaule, tête-épaule se renforce. Hein, pour ceux qui sont bearish sur du moyen terme, bien écoutez, pour moi, ils ont toutes leurs raisons de croire à une baisse. Maintenant, voilà, moi, le petit hic, c'est que le S&P, bon, bien qu'on n'ait pas eu un rebond que j'attendais en début de semaine dernière, on avait notre signal du VIX, je rappelle lundi, on revient sur des supports importants à 2600 points, 2600, 2550. Je vous rappelle, c'est la zone, le dernier rempart finalement avant une correction majeure hein, des indices américains. Si on passe sous les 2553, d'un point de vue des vagues d'Elliott, on peut repartir concrètement au sommet de 2015, c'est-à-dire aux alentours des, vous voyez, de cette vague-là, des 2200. Donc ça fait quand même une baisse de plus de, vous voyez, de 15% encore depuis les prix actuels si on passe sous les 2550. Donc vraiment les 2550, 2600, c'est le support à ne pas dépasser. Sur ce support, personnellement, j'ai plutôt une conviction haussière parce que je pense que les probabilités sont plutôt en faveur d'une hausse. Maintenant, il ne faut pas exclure la possibilité d'une baisse, mais voilà, je suis plutôt confiant sur un rebond des marchés actions américains du S&P aux alentours des 2600, 2553, et donc de ce fait, ça devrait également être positif pour les marchés européens. Voilà, donc là on n'a pas de signaux. Qu'est-ce que nous dit le VIX? Alors on va le regarder. Alors le VIX, le Disparity Index. Hop, voilà, donc le Disparity Index qui est à 2,79. Je vous rappelle que notre signal est donné à 10.
Alors, j'aurai l'occasion sans doute de refaire un webinaire éducatif sur la stratégie du VIX S&P. Je pense, alors je suis sur la piste de trouver un indicateur sur le S&P 500 qui réplique quasiment le Disparity Index du VIX. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus pour avoir, on va dire, un indicateur qui permet de donner les mêmes signaux que ce que nous donne le VIX, ce qui permet ensuite, voilà, pour ceux qui font du trading automatique, de pouvoir eh bien programmer cela. Parce que c'est vrai que sur Pro Real Time, l'inconvénient, en tout cas pour le moment, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que voilà, je suis presque convaincu que c'est le cas. On peut pas utiliser une analyse, un signal d'un actif pour trader un autre. C'est-à-dire que si on a un signal du VIX, on peut pas programmer pour que ça achète le S&P par exemple. Vous voyez, c'est que l'analyse, les signaux du S&P pour trader le S&P. Donc ça, c'est le point faible hein, de Pro Real Time, c'est dommage. Peut-être dans l'avenir ça va changer, mais pour le moment ce n'est pas le cas. En tout cas, notre signal du VIX n'est pas, pour le moment, on n'a aucun signal, aucun nouveau signal hein, depuis la semaine dernière. Vous voyez que là, le disparity, l'écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 jours est de 2,79%. C'est que s'il passe en dessous de 10% que on a un signal. Donc pour le moment, aucun signal sur notre indicateur, sur notre stratégie du VIX, ce qui n'indique pas qu'on va forcément continuer à baisser. Hein. On peut avoir un rebond sans qu'on ait un signal du VIX. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, entre 2600 et 2550, moi je pense qu'il y a un potentiel aussi quand même assez important. Vous voyez, d'un point de vue ratio risque-rendement, moi mon analyse serait, invalidée si on passe sous les 2550, ce qui fait un risque, vous voyez, on va dire une soixantaine de points. Voilà, pour être large, pour une possibilité de 214, voire même des nouveaux records. Donc voilà, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de s'intéresser à l'achat autour des 2600 points, même en dessous, c'est encore mieux, tant qu'on est au-dessus des 2550. Nasdaq, vous voyez qu'il n'a pas inscrit un nouveau plus bas, tout comme le Dow Jones qui arrive à se maintenir au-dessus de ces plus bas qui ont été inscrits finalement lundi de la semaine dernière. L'objectif, de toute façon, si vous êtes rentré lors du signal du VIX la semaine dernière, l'idée c'était de mettre un stop sous les récents plus bas. Les récents plus bas n'ont pas été atteints vendredi. On s'y est approché, mais voilà, on n'a pas encore atteint les récents plus bas. Donc, ceux qui sont encore à l'achat, j'ai envie de dire depuis le signal du VIX la semaine dernière, je pense que c'est encore clairement possible d'envisager un rebond. Alors, comme je l'ai dit, tant qu'on est au-dessus des 2550, il y a un potentiel aussi, quand même important selon moi. Edgy qui me dit merci Valentin, j'aimerais bien essayer de coder votre indicateur sur MQL5. Alors Edgy, si vous pouvez me renseigner, alors si vous connaissez MQL5, est-ce que vous pouvez me renseigner si c'est possible de utiliser les signaux d'un actif pour trader un autre. Si par exemple j'ai un signal du VIX, est-ce que c'est possible de acheter le S&P 500 s'il y a un signal sur le VIX? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la partager. Honnêtement, je ne connais rien en programmation sur le MQL5, mais voilà, oui bien sûr, me dit Edgy. Bon bah écoutez, c'est parfait. Merci pour cette indication, Edgy. Philippe qui me dit bonjour, bonjour Philippe. Alors peut-on avoir une analyse 4 heures du Bitcoin vu qu'on approche des supports symboliques? Quel support à ne pas dépasser? Alors je vais y venir. Donc au niveau des marchés marchés actions, d'un point de vue global, en intraday, je n'aurais pas vraiment de conseils à vous dire, hein, puisque voilà, ça devrait être assez calme hein, sur les marchés aujourd'hui. Par contre, d'un point de vue swing, donc déjà, faut pas s'attendre à un bull market maintenant, puisque ça y est, on rentre en période, on va dire, de fête de fin d'année, donc on va pas avoir les institutionnels ne vont pas prendre de risques à rentrer maintenant. Il y a peu de chance. Vraiment, le retour des flux devrait se faire le 8 janvier, parce que la première semaine de janvier, ça va être pas un peu pareil. On va avoir un retour un petit peu des volumes, mais clairement, le réel retour des institutionnels, là où vraiment on va avoir un retour important, ça sera à partir du 7, vous voyez, à partir de cette semaine. Donc là, on a 2-3 semaines où ça devrait être plutôt calme. Alors cette semaine, peut-être moins parce qu'on a quand même la Fed, mais voilà, les 2 prochaines semaines, ça devrait être assez calme. Donc on va pas avoir un rebond majeur là à court terme. Mais voilà, tant que le S&P est au-dessus des 2550, 2600, vous voyez, dans cette zone, tant qu'on est au-dessus, pour moi, il y a vraiment une probabilité, un scénario de haussier dominant. Le seuil d'invalidation, c'est si on passe sous les 2550. Et comme vous le savez, si on a un rebond du S&P, il y a de fortes chances qu'on ait un rebond de l'Europe. Donc voilà, je ne suis pas pessimiste sur les marchés actions
pour le moment, je pense qu'on est sur des supports majeurs, que ce soit aux États-Unis, pardon, ou même en Europe. Par contre, si on passe sous les 2550, là, dans ce cas-là, vraiment le DAX 10 000 points, ça va vraiment, ça devrait se concrétiser. Et le CAC devrait très probablement continuer sa baisse. Voilà. Donc j'ai envie de dire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, je pense que les risques ont été quand même beaucoup intégrés dans les prix, que ce soit le budget italien, que ce soit le Brexit. Bon, il y a encore des sources d'incertitude, mais ça a quand même été pas mal intégré dans les prix. Donc voilà, techniquement et fondamentalement, je suis plutôt haussier si on revient sur des supports majeurs, comme le CAC par exemple. Si on revient voilà 4700 vers les plus bas, hein, finalement vers les 4750. Ça pourrait être clairement intéressant pour passer à l'achat. Alors déjà en parlant des signaux du VIX, rappelez-vous la semaine dernière, bon, sur le S&P à Wall Street, ça s'est pas vraiment concrétisé, mais comme quoi, je vous avais dit que le signal du VIX c'est un signal intéressant pour l'ensemble des indices mondiaux, parce que si on a un rebond de Wall Street important, on a souvent un rebond de l'Europe. Et souvenez-vous, notre scénario du CAC avait été atteint, notre scénario aussi jusqu'à 4009. Alors pas plus haut malheureusement. Le DAX, l'objectif c'était 11 050, ça n'a pas été atteint. Et pour l'Eurostoxx 50, l'objectif c'était les 3100, ça a été atteint. Donc voilà, on a eu quelques objectifs atteints grâce à notre signal du VIX. On n'a pas eu encore d'invalidation parce qu'on n'a pas inscrit des nouveaux plus bas. Donc pour le reste des positions, hein, c'est un petit peu le wait and see. Voilà, il faut croiser les doigts et voilà. Pour le moment, la stratégie n'est pas invalidée. On n'a pas inscrit des nouveaux plus bas. Tant qu'on n'inscrit pas des nouveaux plus bas, le scénario, le signal du VIX est encore, est encore fiable. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut rentrer maintenant à l'achat sur S&P si on n'était pas rentré au lendemain du signal du VIX? La réponse est oui, puisqu'on finalement on est revenu au point d'entrée, même en dessous du signal du VIX. Vous voyez, c'était ici, clôture lundi. Signal du VIX, donc ça a été possible de rentrer le mardi, hein, c'était le mardi matin dans ce webinaire que je l'avais annoncé. Donc vous voyez là on est plus bas, donc à la rigueur oui c'est possible de rentrer maintenant à l'achat sur le S&P 500 si vous n'y êtes pas rentré lors du signal du VIX. C'est encore finalement un meilleur point d'entrée. Donc voilà. Par contre si on inscrit un nouveau plus bas, encore une fois, c'est invalidation de la stratégie. Voilà. D'ailleurs je vais essayer de reporter, vous voyez cette oblique. Regardez un petit peu d'un point de vue technique. Alors il y en a qui vont parler de hasard, il y en a les croyants de l'analyse technique vont parler, vont être contents. Mais regardez, si on trace un parallèle de cette oblique baissière, regardez le rebond vendredi. Vous voyez, c'est au pips près. Donc voilà. Voilà pour donc les marchés actions, j'ai passé beaucoup de temps dessus. On passe sur, alors je vais faire un petit point sur le Bitcoin, même si j'ai mon collègue Yoav Nizar qui fera le webinaire spécial crypto-monnaie tout à l'heure. Alors il me semble que c'est mon ami, mon collègue Yoav Nizar, pardon, et mon ami, hein, mais bon, voilà. Donc pour le Bitcoin, alors on a une divergence qu'on peut constater. Regardez, prix de plus en plus bas, RSI de plus en plus haut. Donc on a une divergence, toutefois on est encore assez éloigné de la validation de cette divergence. Premier signal de validation, ça serait si on clôture au-dessus de cette résistance de momentum à 35. Deuxième signal haussier, c'est si le RSI clôture au-dessus de 50. Voilà, donc pour le moment, cette divergence n'est pas réellement possible à la payer. Par contre, on a un prix qui s'approche d'un support important qui est 2970 points dollars, pardon. Et voilà, on pourrait espérer un rebond sur ce support. Maintenant, pour le moment, il faut être conscient qu'on n'a pas de signaux aussi, hein, de signaux quelconques, mis à part cette divergence. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si on a un rebond qui pourrait, encore une fois, être signalé si le RSI passe au-dessus de 35 puis au-dessus de 50, on pourrait avoir une correction de l'ordre de 38 voire 50% de ce mouvement baissier. Donc c'est-à-dire en retour aux alentours des 4500 dollars. Voilà, donc pour le moment, pas de signaux. Donc on reste à l'écart. Par contre, si dans quelques jours, voire quelques heures, plutôt quelques jours, le RSI rebondit, continue à rebondir, et que le prix tend vers ce support à 2978 dollars, ça serait possible de prendre un risque, passer à l'achat pour viser les 4500 et un seuil d'invalidation sous les récents plus bas. Donc quel seuil à ne pas le casser? J'ai envie de dire à court terme, c'est 2970 dollars.
Philippe qui me demande, sinon au niveau études statistiques que j'aimerais avoir, comme vous avez dit qu'on pouvait vous demander, oui, exactement. Hein, si vous avez des études statistiques que vous souhaitez, n'hésitez pas à m'en faire part et voilà, je ferai mon maximum pour le faire dans les plus brefs délais. Et vu que vous connaissez bien le système de saisonnalité, j'aimerais savoir le rapport que fait le lien éventuel entre les ouvertures et les clôtures mensuelles des indices et les projections théoriques saisonnières. Alors ça c'est très intéressant, c'est vrai que j'ai pas pensé. Alors que voulez-vous dire précisément par le rapport qui fait le lien entre éventuel entre alors j'aimerais avoir le rapport qui fait le lien éventuel entre les ouvertures et les clôtures mensuelles des indices. Alors si vous pouvez voilà me détailler tout cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vraiment me détailler l'étude pour que vraiment nous soyons sur la même page. Donc je vous envoie mon adresse mail, c'est tout simplement valentin.franc@ig.com, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et voilà, si vous pouvez bien me détailler ce que vous souhaitez et comme ça je ferai ça le plus rapidement possible. Alors au niveau de la saisonnalité d'un point de vue voilà, statistique, honnêtement, je vais pas m'attarder là-dessus, même si bon, je pourrais, mais voilà, le travail a déjà été fait par un site qui s'appelle Equity Clock que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, enfin pas en détail, mais voilà, Equity Clock. C'est vraiment, moi, c'est un site que voilà, je regarde de temps en temps pour avoir la saisonnalité de certains actifs. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tous les actifs. Hein. Vous avez toutes les actions américaines, vous avez les devises, vous avez les indices, vous avez les matières premières, voilà. Maintenant, si vous voulez avoir un rapport détaillé, alors il y a voilà ce graphique-là. Voilà, ça c'est vraiment, ça peut vous aider. C'est vous voyez la saisonnalité de chaque indice ou de secteur ou d'industrie ou de matières premières tout au long de l'année. Voilà, donc je vais pas m'attarder à faire une saisonnalité des matières premières. Je me suis déjà amusé à faire saisonnalité des indices, mais voilà, ce site le fait déjà très bien, donc je vois pas pourquoi je prendrais du temps à le refaire. Vous voyez, autant allouer mon temps à des choses qui n'ont pas été étudiées plutôt que voilà. L'importance des ouvertures mensuelles, trimestrielles, semestrielles, indices. Alors je pense avoir compris, c'est-à-dire quelle performance peut-être à l'ouverture au début d'un trimestre, d'un mois ou voilà, ou d'un semestre. Est-ce qu'on a un bull market? Si oui, pendant combien de temps en moyenne? Ça peut être intéressant en effet. Voilà. Maintenant, si vous pouvez m'envoyer un email pour bien détailler vraiment ce que vous voulez, comme ça, je serai sûr d'avoir vraiment la bonne compréhension de ce que vous souhaitez. Voilà. Merci. Alors donc je passe au forex, excusez-moi, je parle beaucoup ce matin. Donc pas vraiment de tendance, on le voit ce matin sur le forex, le NZD qui surperforme légèrement, le yen à l'inverse qui est avec la UD en légère baisse, vous voyez, qui sous-performe. Alors on va faire un point sur les devises majeures. Alors déjà, nous allons commencer par le DXY. L'indice DXY, que fait-il? Eh bien l'indice DXY, vous voyez qu'il a inscrit un plus haut annuel, un plus haut de 18 mois vendredi à, comme je vous l'ai dit, 97,71 points. Maintenant, on voit que la clôture n'a pas été vraiment aussi, enfin, à l'extérieur du triangle, de quelques points, mais bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu la clôture? Honnêtement, au vu de l'état qu'on a du chandelier, enfin de la clôture, pardon, je préfère attendre une confirmation de quelques chandeliers. C'est pas comme si on avait eu vraiment un avalement aussi avec une sortie très franche du triangle. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est d'attendre davantage de confirmation. Si on a encore quelques chandeliers en dehors du triangle, alors dans ce cas, ça confirmerait. Mais il faut pas oublier que là, on a eu un chandelier qui est clairement à remettre en question, en tout cas la clôture. En plus de cela, on a eu les vendeurs, on voit qu'ils sont manifestés vraiment massivement aux anciens plus hauts du lundi 12 novembre, qui correspond également à l'oblique résistance. Cette oblique résistance, si on doit se mettre en dos, vous voyez, c'est cette oblique, point bas, sommet, sommet, sommet. Donc là, on a une résistance quand même assez importante, on le voit. Donc voilà, prudence, pas de précipitation sur le DXY. Ça a été rapidement corrigé cette hausse. Donc voilà, j'attendrai davantage de confirmation. 1, 2, chandelier. À mon avis, c'est la Fed qui va vraiment donner la prochaine tendance. Soit on a la Fed qui revoit à la baisse ses projections, et dans ce cas-là, c'est mauvais pour les XY, mais c'est bon pour les marchés actions, parce que ça veut dire politique monétaire entre guillemets accommodante qui va durer. Ou alors, nous avons un DXY qui est, enfin, on a une Fed qui
maintient ses projections des taux inchangées. Et dans ce cas-là, c'est haussier dollar. Et par contre, c'est mauvais pour les marchés actions. C'est mauvais pour les marchés actions. Parce que ça veut dire plus d'aplatissement de la courbe des taux. Enfin, c'est synonyme de beaucoup plus d'aplatissement de la courbe des taux. Et donc, eh bien, beaucoup plus d'incertitude. Hein. Voilà, donc DXY, plutôt, je reste neutre encore un petit peu. Euro-dollar, du coup, c'est pareil. On est sorti du triangle, mais on le voit qu'on, voilà, regardez le chandelier. Est-ce qu'on peut attribuer est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment sorti du triangle avec ce chandelier? Voilà, c'est à chacun de juger. Hein, c'est vraiment très subjectif. Hein, l'analyse technique est assez subjective, hein, même s'il y a des règles vraiment à connaître. Mais voilà, c'est compliqué à dire si on a vraiment eu une sortie. Personnellement, je préfère dire qu'on n'a pas eu de sortie. Voilà. À part si on a 2-3 chandeliers, encore une fois, en dehors du triangle, dans ce cas-là, ça confirmerait la sortie. Mais là, c'est quoi? C'est une sortie de quoi? 5 pips, 10 pips. Compliqué quand même à dire qu'on est vraiment sorti de ce triangle. Donc l'euro-dollar, du coup, on va rester prudent. GBP-USD, bon, d'un point de vue technique, c'est relativement c'est baissier hein, finalement. Regardez, triangle, sortie, breakout, pullback. Vous voyez, pullback à l'ancien plus bas de l'année, le 15 août. Donc là, c'est scénario baissier, direction les récents plus bas vers 1,24 et quelques, puis pourquoi pas 1,23,66. Au niveau de l'USD Yen, alors plus on s'approche de l'oblique, plus on a une divergence qui me semble se creuse. Regardez ici. Alors non, pardon, on n'a pas de divergence, mais on voit qu'on a un momentum qui est en baisse, un RSI à, voyez, ici qui est à plat, enfin un RSI à MACD, pardon, une MACD qui est à plat. Donc ça c'est vraiment, on voit qu'on a un momentum qui commence, voyez, à se renverser. On a eu un signal baissier quand même intéressant le vendredi à 17h, puisqu'on a eu le cours qui a clôturé en dessous de la bande de Keltner. Si on a une deuxième clôture en dessous de la bande de Keltner, ça pourrait être un signal baissier également intéressant. De plus, on a, regardez, une épaule, une tête, et peut-être nous sommes en train de faire une deuxième épaule. Alors, je vais plutôt tracer cette oblique. Voilà, donc épaule, tête. Si on passe en dessous de cette oblique, c'est une épaule tête épaule qui est confirmée. Dans ce cas, ça donnera un objectif. Alors de vue, ça donnera un objectif vers les 112,50, 112,70 plutôt. Voilà, donc là, l'USD Yen, on est concrètement à quelques heures ou peut-être quelques séances d'une nouvelle baisse. De toute façon, tous les paires en dollars, vraiment, je pense, vont dépendre des projections du FOMC qui vont être publiées, je le rappelle, mercredi soir. Au niveau de l'USD-CAD, alors l'USD-CAD qui se maintient à ses plus hauts annuels, vous voyez vers 1,34 à peu près. Alors en 4 heures, pas vraiment de signaux, en journalier non plus, mis à part qu'on a une divergence baissière, le prix est toujours orienté à la hausse, et tant qu'on est dans ce canal ou dans les bandes de Keltner, je resterai plutôt neutre sur l'USD-CAD. Si on réinscrit un plus haut annuel, dans ce cas-là, il faudra s'intéresser aux positions acheteuses, mais pour un moment, voilà, à mon avis, ce qu'on va faire, ça va être consolidation de l'USD CAD jusqu'à mercredi, et ensuite soit mercredi on a une sortie, et dans ce cas ça sera un signal baissier pour une correction de 50% de cette tendance, ou soit on a une Fed qui garde son cap inchangé, et dans ce cas-là ça rassurera les investisseurs qui vont payer le dollar en direction des 1,34, 1,35 dollars canadiens. Voilà. Au niveau de la UD, je reste plutôt haussier. Vous voyez que vendredi, on est passé sous le seuil d'invalidation des 0,7165, mais on n'a pas clôturé en dessous. J'ai bien dit vendredi qu'il fallait une clôture en dessous de ce seuil pour invalider les stratégies. Donc pour le moment, on n'a pas de clôture sous les 0,7165 qui est le seuil d'invalidation, je le rappelle. Et donc voilà, donc on peut encore espérer un rebond. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, un rebond. L'AUD, c'est quand même, voilà, c'est un peu comme les marchés actions, c'est-à-dire que si on a un rebond des marchés actions, on a souvent un rebond de l'AUD. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une corrélation entre l'AUD USD et le S&P 500, ça pourrait être peut-être intéressant à voir. Mais voilà, AUD c'est synonyme d'appétit pour risque, le marché action également. Donc si on a un rebond de marché action, on peut espérer un rebond de l'AUD. Voilà, donc l'AUD sur support. Encore une fois, je reste plutôt en faveur d'un rebond. Le seuil d'invalidation, c'est 0,71.
65. Au niveau du NZD, par contre, on voit une tendance qui s'inverse. Hein. NZD USD, vendredi clôture sur la bande inférieure de Keltner, divergence baissière, RSI sous 50. Là, concrètement, c'est un signal baissier, hein, ce qu'on a. On a un signal baissier et je pense qu'on peut s'attendre à une correction de 50% de cette tendance, c'est-à-dire un retour à 0,67 à peu près. Un retour à 0,67 me semble clairement possible. Alors, regardons sur la UDNZD. La UDNZD, on a un rebond, mais on n'a pas encore de signaux majeurs. Voilà, donc NZD USD, signal baissier. Je pense que voilà, c'est possible de vendre le NZD USD actuellement. L'USD CHF, on a un retour à la parité. Alors que faire sur l'USD CHF? Écoutez, ça me semble assez compliqué. L'USD CHF, on avait pourtant une épaule tête-épaule hein, qui a été validée. Parité, seuil d'invalidation. Donc voilà, on peut encore espérer une baisse jusqu'à 0,97 tant qu'on est sous la parité. Si on passe au-dessus de la parité, dans ce cas, il faudra invalider clairement la stratégie vendeuse. Faudra clairement invalider cette stratégie. Mais voilà, encore une fois, tant qu'on est en dessous de la parité, ça me semble possible qu'on aille chercher les 0,97. Vous voyez un rebond de l'AUD, donc un rebond du WTI. Alors, l'AUD est surtout influencé par le cours des métaux. C'est le CAD hein, qui est influencé par le pétrole. Donc voilà, le CAD, j'ai pas vraiment d'avis, puisque les cours de pétrole consolident. Vous voyez que les cours de pétrole consolident. D'ailleurs, on peut même plutôt tracer un triangle, que je vais mettre voilà, en violet pour bien qu'on le voit. Alors c'est même plutôt un triangle ascendant, regardez, puisque on a un creux, un sommet, un creux, un sommet. Les sommets sont alignés, alors que les creux sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est, eh bien, si on y sort par le haut, ça sera un signal haussier, triangle ascendant. Triangle ascendant, c'est une configuration haussière, et donc voilà, ça serait un signal haussier tout simplement. Mais pour le moment, pétrole, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est neutre tant qu'on est dans entre ces bornes finalement de ce triangle. Tant qu'on est entre ces bornes, il n'y a pas grand chose à faire. Alors par contre, au niveau du WTI, on a une configuration qui est un petit peu différente puisque c'est pas un triangle ascendant que nous avons, mais c'est plutôt un triangle symétrique. Ouais, donc creux, sommet, creux, sommet. Un triangle, c'est toujours 4 points de contact qui sont alternés. Hein. C'est pas deux creux puis deux sommets. C'est vraiment un creux, un sommet, un creux, un sommet, ou alors un sommet, un creux, un sommet, un creux. Mais c'est jamais creux, creux, sommet, sommet. D'accord, faut vraiment que on ait deux fluctuations, deux vagues en fait. Donc on a le creux, le sommet, le creux, le sommet. Et donc là on a les 4 points de contact nécessaires pour tracer un triangle. Donc là seuil triangle symétrique, c'est vraiment signe d'incertitude. Et si on y sort par le bas, dans ce cas, il faudra viser concrètement les récents plus bas à légèrement en dessous de $50. Par contre, si on y sort vers le haut, il faudra viser 54,67. Maintenant, tant qu'on reste dans ce triangle, il faudra rester vraiment très prudent sur les stratégies de swing trading des cours de pétrole. Vous avez parlé du NZD CAD. En effet, alors NZD CAD, voyons un petit peu ce que ça en est. Alors, je me souviens plus exactement ce que j'avais dit sur le NZD CAD. Ah oui, NZD CAD, voilà, stratégie vendeuse, excusez-moi. C'était mon collègue qui m'en avait parlé en début de semaine et je vous en avais parlé en fin de semaine du coup, puisque j'attendais davantage de confirmation. Hein. Mais voilà, le NZD CAD, bon, divergence. Alors, d'un point de vue technique, c'est extrêmement propre. Hein, regardez, on est dans un canal, voilà, dans un canal, et là on a, on a une baisse. Hein. On a une baisse qui est en train de se faire, en tout cas ça semblerait être en train de se faire. Vendredi, on clôture sous la moyenne mobile à 20 jours et sous la bande inférieure de Keltner, donc signal deux signaux baissiers du prix. Et au niveau du momentum, on n'a pas encore de signaux baissiers puisque le RSI est toujours au-dessus de 50, mais bon, la MACD diverge à la baisse, on a eu le fameux croisement. Donc, voilà, la MACD a donné un signal, le RSI pas encore, le RSI en donne rien si on clôture en dessous de 50. Mais voilà, on a déjà quand même de plus en plus de signaux baissiers. Il y a une semaine, on n'avait aucun de ces signaux. Voilà, donc NZD CAD, encore une fois, stratégie voilà, toujours plutôt vendeuse. Donc voilà, seuil d'invalidation, c'est si on inscrit un nouveau plus haut, dans ce cas ça invalide. Alors pas de 1 pips, hein, faut toujours avoir une certaine voilà, comment dire, une certaine marge. Donc quand je dis au-dessus du récent sommet, vous savez parfois on a une mèche de 5 pips au-dessus qui inscrit un nouveau sommet, puis on a le début de la baisse.
Donc quand vous mettez un stop au-dessus d'un sommet ou en dessous d'un support, ou un support, pardon, mettez-le vraiment en dessous de quelques pips. Vous voyez, prévoyez une petite marge. Parce qu'on a, parfois ça arrive quand même assez souvent, et c'est vrai que c'est un petit peu rageant, si je puis dire, de se faire sortir de quelques pips alors qu'on avait bon vraiment dans l'analyse. Donc voilà, si votre stratégie c'est de mettre un stop à une résistance ou à un support, mais prévoyez une marge. C'est-à-dire invalidez votre stratégie si le cours dépasse de quelques pips au-dessus d'une résistance ou de quelques pips en dessous d'un support. Mais ne le mettez pas au plus bas, au pips près. D'accord? Donc là, si vous, pardon, vous invalidez votre stratégie si on inscrit un nouveau plus haut, donc ça fait 148 pips de risque, mettez-le plutôt, vous voyez, prévoyez 10 pips de marge. Vous voyez. Et donc, on a une correction potentielle de 50%, ça serait le premier objectif. Donc 0,879, ça fait quand même 315, allez, pips de potentiel gain pour, allez, 150, on va dire, 150 de risque, ça fait un ratio sur de 2. Alors, Valentin, y a-t-il un replay de ce webinaire? Alors, bien sûr, Edgy, il y a un replay de ce webinaire. Donc, ce webinaire sera publié sur YouTube d'ici 2 petites heures sur la chaîne DailyFX France. Voilà, donc NZD-CAD, perspective plutôt baissière d'un point de vue technique. Seuil d'invalidation, réellement, si on inscrit un plus haut et même si on sort de ce canal. Dans ce cas-là, oui, il faudra invalider la stratégie. Au niveau des matières premières, enfin plutôt des métaux, puisque j'ai déjà fait le pétrole, l'or toujours dans un canal ascendant. Toutefois, la semaine dernière a été plutôt négative pour le cours de l'or, puisque le DXY a clôturé en hausse la semaine dernière. Regardez, si on se met sur une temps hebdomadaire, la semaine dernière a été haussière pour le DXY. Maintenant, on est sous résistance, on n'a pas réellement eu, après ça dépend de chacun d'évaluer, mais pour moi on n'a pas vraiment eu de sortie du triangle. Voilà, finalement ça dépend également du broker, parce que vous savez que les brokers, chaque prix dépend du broker. Donc finalement, si on se met sur celui de la CBOE officielle, voilà, CBOE, triangle. Alors, est-ce qu'on a eu une sortie? Voilà, donc là on a eu la sortie, vous voyez, mais bon, de quelques points. Vous voyez, donc c'est pareil sur le DXY de la CBOE qui n'a pas de spread, qui est pas le prix n'est pas changé par enfin modifié par le spread, pardon. Eh bien, on voit qu'on a une clôture entre guillemets en dehors du triangle. Bah, après, c'est à vous de juger si c'est un signal haussier pour vous ou non. Pour moi, ça n'en est pas un. Parce que voilà, j'estime qu'il faut une clôture quand même, vraiment un signal convaincant, pas une clôture de quelques pips près. Et donc voilà, pour moi, on est toujours finalement dans un triangle, dans de l'indécision. Voilà. Donc voilà. DXY a clôturé en hausse la semaine dernière, du coup l'or a été sous pression. Toutefois, ça ne remet en aucun cas en cause la tendance haussière de moyen terme. Est-ce qu'on a des signaux haussiers? Non. En tout cas, je n'en vois pas. 4 heures, on n'a pas de divergence. RSI qui est vraiment baissier. La MACD également. Voilà. Moi, je ne vois pas de raison de payer l'or en swing trading. L'or qui est extrêmement influencé par le dollar. Et puisque le dollar, enfin le marché attend la Fed, ça m'étonnerait qu'on ait un mouvement également sur l'or d'ici la Fed. Donc voilà. À mon avis, l'or va consolider, tout comme vraiment comme à chaque hausse des taux de la Fed. Généralement, les marchés consolident quelques jours avant. Donc voilà, aujourd'hui, demain, mercredi, il devrait y avoir très peu de volatilité sur les marchés. Ce n'est qu'à partir de mercredi soir, après la publication des projections des dot plots de la Fed, qu'on aura vraiment la volatilité. Mais d'ici mercredi soir, les marchés devraient rester plutôt timides. Donc voilà, l'or, pas vraiment de conviction. Je pense que ça va beaucoup ranger. Donc le pivot hebdomadaire, ça peut être un objectif haussier de court terme avant la Fed. Et j'irai pas aller chercher le S1 journalier, mais vous voyez les 1236, ça peut être un objectif baissier de court terme. Donc voilà. Et au niveau de l'euro JBP, alors l'euro JBP, regardez, on est venu chercher 0,90.
voyez qu'on a eu les vendeurs qui sont manifestés vraiment massivement à 0,91 la semaine dernière. Alors, que faire sur l'euro GBP? Honnêtement, c'est très très compliqué à trader l'euro GBP. Si vous regardez sur un an, l'euro GBP il est en range. Regardez, on commence l'année, il y a une année glissante, pardon. Nous sommes à 0,88 et finalement, on est entre le plus bas qui a été inscrit en avril et le plus haut qui a été inscrit en août. Et on n'a pas vraiment de tendance, on est sur une tendance globalement latérale. Là, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire sur l'euro GBP. Ça dépend, du budget italien, des négociations du Brexit. Je rappelle, Theresa May renégocie le projet d'accord de divorce avec les Européens. Sauf que les Européens s'opposent à tout changement. Concrètement, ils ne veulent pas changer ce texte. Donc voilà, Theresa May tente de négocier. Est-ce que elle va réussir? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est quasiment certain, c'est que si elle propose ce texte au Parlement, il sera rejeté. Alors, Theresa May a encore quelques temps quand même pour négocier, puisqu'elle devrait proposer ce texte entre le 7 et 21 janvier au Parlement britannique. Donc il y a 3 semaines de négociations possibles, même si voilà, pendant les fêtes, les négociations, à mon avis, vont pas être vraiment très intenses. Donc voilà. EuroGBP en tout cas, le vote des parlementaires britanniques ne devrait pas avoir lieu avant le 7 janvier de l'année prochaine. Donc là, on a 3 semaines encore d'indécision totale au niveau du Brexit et donc de la livre sterling. Donc techniquement, ça me semble compliqué à trader l'euro GBP puisque vous savez que ça peut varier d'un moment à un autre. Vraiment, la volatilité moyenne sur l'euro GBP est vraiment importante. Donc voilà, prudence pour ceux qui tradent l'euro GBP, c'est assez compliqué. Au niveau de l'euro CHF, alors l'euro CHF post BNS et BCE, alors pour moi il y a encore toutes ces chances que l'euro CHF vienne chercher ses plus bas de l'année. On est sous la moyenne mobile à 20, on est sur la bande supérieure de 4 heures. Voilà, c'est baissier et on pourrait envisager une stratégie haussière si et seulement si on a des signaux haussiers du prix et ou du momentum. Donc pour le moment, le momentum est correctement orienté à la baisse, on n'a pas de divergence et le prix également. Donc tant que le prix est en dessous de sa bande supérieure de 4 heures, je resterai baissier. Et en 4 heures, bon, on voit, on n'a pas vraiment de signaux également. On n'a pas de divergence, on n'a rien du tout. Le RSI est à 50. Voilà, on n'a pas de tendance, pas du tout de tendance. Donc pour le moment, je pense que l'euro CHF, si on est en stratégie de tendance, devrait continuer à tendre vers les 1,12. Et ensuite, on pourrait avoir quelque chose du même type, c'est-à-dire, vous voyez, une divergence qui se forme, puis voilà, un chandelier haussier majeur qui permettrait de passer à l'achat jusqu'à 1,15. Donc l'euro CHF, direction 1,12. Voilà donc pour ce point de marché. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Je regarde s'il y a des dernières questions. Ah oui, analyse 4 heures du Nikkei et IBEX si possible. Alors, Nikkei 4 heures. Bon, écoutez, déjà en journalier, c'est la même chose un peu que le S&P. Vous voyez, on est proche des plus bas annuels. Donc voilà, le support majeur sur le Nikkei, c'est les 21 000 points, à peu près. Vous voyez qu'on a fait un plus bas en octobre à 20 800. Donc bon, à peu près 21 000. C'est un support qui me semble intéressant à payer si on est également haussier sur le S&P 500. Parce que voilà, ces indices sont quand même assez corrélés. Regardez le Nikkei, regardez le S&P 500. C'est globalement la même chose. Donc voilà, si on a un rebond du S&P, on aura de fortes chances qu'on ait un rebond également du Nikkei. Donc les 21 000 points, c'est un support qui peut se payer sur le Nikkei. En 4 heures, pas grand chose à dire, vous voyez que ça fluctue, n'a pas vraiment de mouvement. Vraiment le catalyseur pour les marchés, que ce soit sur le Forex ou les indices, ça va être la Fed. Parce que la Fed, si elle maintient inchangé ses projections des taux, ça va inquiéter les marchés, les investisseurs, puisque qui dit 3-4 des taux de la Fed l'année prochaine, va dire il y a de fortes chances qu'on ait un inversement de la courbe des taux. Je vous rappelle que le spread, l'écart entre le 10 ans et le 2 ans américain n'est que de 14 points de base. Alors je vais vous illustrer un petit peu mes propos.
Dans un premier temps, nous allons mettre les Fed Funds Rate. Ça, c'est les taux de la Fed, d'accord, que nous allons mettre donc en ligne. Voilà, donc ça, c'est les Fed Funds Rate, les taux de la Fed. On va se mettre sur 5 ans. Voilà. Ensuite, nous allons comparer aux 2 ans américains. Ça, c'est le rendement du 2 ans américain. D'accord, donc là, c'est en valeur absolue. Hein. Donc, les taux, c'est 220 BPS, 2,20% des taux de la Fed. Le 10 ans est à 2,91. 2,91. Ça, c'est le 2 ans. Et maintenant, si on regarde le 10 ans, le 10 ans, il est à 3,21%. Donc, on voit bien que on a un 2 ans qui est extrêmement corrélé aux 2 ans, au Fed Funds Rate. Vous voyez, c'est extrêmement corrélé. D'accord. Le 10 ans, beaucoup moins. 10 ans, il fluctue de façon beaucoup plus libre. Puisque finalement, dans le 10 ans, on a beaucoup plus la psychologie d'investisseur. Alors que le 2 ans est extrêmement influencé par les taux de la Fed. Alors tous les taux sont influencés, mais plus on va sur des rendements courts, plus ces rendements, ces obligations sont influencées par la politique monétaire de la Banque centrale en question. D'accord. Donc, et plus on va sur des taux longs, moins ces taux sont influencés. Alors, ils sont toujours influencés, mais beaucoup moins. Et donc, on voit que si la Fed continue à remonter ses taux rapidement, on va avoir un 2 ans qui va rapidement dépasser le 10 ans, à part si on a de l'appétit pour le risque. Si on a l'appétit pour le risque, le marché va vendre des obligations longues. Du coup, le 10 ans va augmenter et voilà. Le 10 ans va augmenter. Donc voilà. Et ça, cet écart, pardon, excusez-moi pour le petit blanc, cet écart, c'est vraiment la courbe des taux, hein, finalement. C'est ce que les investisseurs regardent. Si le 2 ans devient plus important que le 10 ans, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché a plus confiance en l'avenir lointain des États-Unis que l'avenir proche. Et donc, on a généralement une probabilité de récession qui est quand même dominante. Pour le moment, on n'a pas ce renversement. Le 10 ans est toujours plus cher. Mais on voit que le spread, l'écart entre les deux est de moins en moins important. Vous voyez, si on regarde l'écart entre le 10 ans moins le 2 ans, ça c'est l'écart que je vais mettre voilà, en rouge et je vais le mettre plutôt en région. Voilà, vous voyez, en bleu, c'est vraiment l'écart entre cette courbe en rouge et cette courbe en orange. Et vous voyez que l'écart est vraiment, il est que de 30 points de base dorénavant. Donc ce n'est pas grand-chose. Et donc dernière question que je réponds, une analyse de Deutsche Bank en 4 heures, me dit-on. Deutsche Bank. Alors je vais déjà commencer par du mensuel pour bien mettre en contexte. Bon, Deutsche Bank, vous voyez, c'est clairement baissier hein, depuis la crise des subprimes. Deutsche Bank ne s'en remet pas. On a une information officielle, enfin, je ne sais plus si elle est officialisée, mais en tout cas, voilà, qui est véridique, c'est que le gouvernement allemand souhaite fusionner Commerzbank et Deutsche Bank, qui sont les deux plus grandes banques allemandes, pour en faire un mastodonte. Hein. Ce qui est plutôt cohérent. Déjà, il faut savoir qu'en Europe, on a énormément de banques et ce que recommande la Banque centrale européenne, c'est de vraiment créer beaucoup plus d'assainir le marché, finalement, de créer beaucoup plus de mastodontes pour renforcer la solidité financière de ces banques. Voilà, donc c'est clair que si on a Commerzbank et Deutsche Bank qui fusionnent, ça créerait une banque majeure. Maintenant, ça ne résoudrait pas les problèmes de la Deutsche Bank. Deutsche Bank qui est quand même souvent sanctionné pour des délits qui ont été faits dans les années entre la crise 2008 et la crise de la dette grecque. Voilà, donc beaucoup de sanctions et en plus la banque qui voilà, les investisseurs qui sont clairement pas confiants. On voit Deutsche Bank c'est clairement baissier.
Donc en journalier, on est un plus bas historique. Donc là, concrètement, la tendance elle est baissière. Je vois pas de raison de payer Deutsche Bank. Après, moi, je ne suis pas spécialiste des banques en Europe. Je ne connais pas vraiment bon, de toute façon, il n'y a pas de deal qui a été fait pour le moment entre Commerzbank et Deutsche Bank. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, faut une nouvelle stratégie à Deutsche Bank et peut-être que cette fusion va permettre de changer la donne. Vous voyez. Mais bon, pour moi, la tendance est baissière. Techniquement, j'aurais plutôt tendance, voilà, à viser sur la baisse et donc viser les récents plus bas. Et pourquoi on aurait fait le plus bas historique la semaine dernière? Je vois pas pourquoi on l'aurait fait. Donc, tant que la tendance est baissière, tendance baissière illustrée par la relation entre la Chikou et le nuage, ou même par une moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez, je vais mettre la moyenne mobile à 200. Vous voyez, on est en dessous des indicateurs de tendance de long terme. Tant qu'on est en dessous de ces indicateurs de tendance, le mieux, je pense, en tout cas d'un point de vue d'analyse technique, c'est de shorter, le titre. Survendu, oui, mais quand on est dans une tendance baissière aussi importante que Deutsche Bank, on voit que c'est vraiment Deutsche Bank ne se remet pas clairement de la crise des subprimes. Eh bien, le survendu ne veut rien dire. Regardez ici. Survendu, 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 survendu. Vous voyez, ça n'a pas vraiment dit grand chose. Au contraire, en fait, faut chercher les moments où c'est suracheté. Regardez par exemple ici, là on avait une grosse divergence. Sommet, sommet de plus en plus bas, sommet, sommet de plus en plus haut. RSI qui passe sous 50, il y a le signal de vente. Donc voilà, les signaux de survente du RSI dans une tendance qui est fortement baissière, eh bien ces signaux ne veulent absolument rien dire. Voilà, ce ne sont pas des signaux pour passer à l'achat. C'est des signaux qui, eh bien, pour ceux qui sont à la vente, vont indiquer une potentielle pause ou voire correction de la baisse et donc prendre des bénéfices. Ça va inciter les vendeurs à prendre quelques bénéfices avant de se repositionner à la vente. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un renversement de la tendance. Voilà, donc en journalier, c'est baissier, en hebdo, c'est pareil, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir un rebond de la tendance, qu'on va avoir une tendance haussière. Donc voilà, je reste baissier sur Deutsche Bank. Acheter Deutsche Bank, c'est du suicide, la banque qui va entraîner le crash des banques européennes. Voilà, il y a beaucoup, Deutsche Bank, c'est vraiment, c'est une des banques qu'on dit sismiques et qui pourrait, comment dire, impacter grandement le système financier mondial. Donc, si Deutsche Bank, par exemple, Deutsche Bank a tout intérêt à survivre. Maintenant, c'est vrai que si on se base uniquement dans l'analyse technique, puisque moi je ne suis pas du tout spécialiste du secteur bancaire, encore moins de Deutsche Bank, voilà, techniquement, qui voudrait acheter cette action? Alors il y en a certains qui vont dire elle est sous-valorisée, oui, mais elle était également sous-valorisée il y a 5 ans. Elle était également sous-valorisée il y a 3 ans. Vous voyez? Donc ça ne veut rien dire. Et le marché, la théorie de l'analyse technique, c'est le marché a toujours raison. Donc vous pouvez dire que le marché est cette action est sous-valorisée, la tendance elle reste baissière. La tendance elle reste baissière. Donc voilà, prudence à ceux qui veulent acheter Deutsche Bank, parce que d'un point de vue analyse technique, c'est baissier. Maintenant voilà, je pense que les probabilités sont en faveur d'une poursuite de la tendance baissière. Maintenant, ça ne veut pas dire que Deutsche Bank est condamné à être baissier. Voilà donc pour ce point de marché. Alors voilà, on a un petit débat. Hubert qui nous dit banque qui a racheté la dette des actifs pourris des pays en faillite. Voilà, Deutsche Bank. Alors je ne suis pas un spécialiste du dossier encore une fois, mais elle était quand même particulièrement spéculative, qui a agi de façon particulièrement risquée et qui a beaucoup de junk bonds qu'on appelle dans le jargon financier, c'est des dettes qui ne devraient pas être, c'est à la limite du non-remboursement. Junk, c'est vraiment les obligations les plus risquées. C'est à la limite finalement comme des subprimes. C'est pas les subprimes, mais c'est la limite. C'est-à-dire que les subprimes, c'est des obligations qui, les gens qui faisaient subprimes, qui composaient ces dettes, voilà, ils composaient des dettes qui étaient presque un remboursement.
remboursable, voilà, mais qui proposait justement des taux d'intérêt élevés. C'est pour ça qu'on avait des gens qui achetaient les subprimes, enfin des banques européennes qui achetaient les subprimes parce que on avait ces banques américaines qui leur vendaient à des taux d'intérêt élevés. Ce que ces obligations qui étaient envers les particuliers n'étaient pas remboursables puisqu'on avait des obligations qui étaient au nom de n'importe qui, hein, réellement. Et, et donc ça, c'était des actions voilà, qui étaient faites. Enfin, il y avait peu de chances qu'elles soient remboursées finalement. Il y avait peu de chances qu'elles étaient remboursées. Les junk bonds, junk, c'est vraiment la limite en fait. C'est avant ceux qui ne sont pas remboursables. C'est les obligations parmi les plus risquées, mais qui sont encore jugées remboursables. Voilà, défaut analyse technique et hors sujet. Alors ça, c'est un débat, hein, Philippe. Ça, c'est un débat. Voilà, ça c'est vraiment là, on est vraiment dans le débat des marchés financiers. Est-ce que c'est une analyse fondamentale? Est-ce que c'est une analyse technique? Ça à chacun d'en juger. C'est à chacun d'en juger. Et voilà, je pense que personne n'a la réponse finalement. Je pense que personne n'a la réponse. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, merci pour votre attention, pour votre participation comme d'habitude. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Et écoutez, excellente journée à vous. Soyez prudents sur le marché, même si voilà, il ne devrait pas avoir énormément de volatilité, mais bon, on ne sait jamais. Et je vous dis, bien écoutez, à demain.